La migration est une réalité dans les pays du Sahel. L'OIM, l'Organisation mondiale en charge de la question, précise que près de 90% des migrants se déplacent entre les pays du Sahel eux-mêmes. Certains empruntent aussi la voie illégale pour se rendre, notamment en Occident, en passant par le désert et la Méditerranée. Alors, quelle solution face à cette migration irrégulière dans les pays du Sahel? 3 médias de la Fondation Hirondelle, Studio Yafa, Studio Tamani, Studio Kalangu, posent le débat ici à Niamey, dans la capitale du Niger. Pour ces échanges, donc, nous recevons Samba Hervé, migrant de retour de l'Algérie il y a tout juste 2 semaines. Bonjour Samba. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Abdou Razak Idrissa est avec nous également. Il est de l'Association des journalistes pour la sécurité et la migration ici donc au Niger. Bonjour Abdou Razak Idrissa. Bonjour. Avec nous, Djibo Boukari Ayatoulaye, doctorant à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Sa thèse porte sur la diaspora nigérienne au Togo. Bonjour Djibo. Bonjour. Et dans le public, nous avons également une doctorante, Safia Idé. Elle est doctorante à l'université également, comme je le disais, Abdou Moumouni de Niamey. Sa thèse porte sur la trajectoire des enfants migrants en situation de rue dans la ville de Niamey. Bonjour donc Idé. Bonjour. Et bienvenue. En face de nous, un public issu de 3 pays du Sahel. Il s'agit du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Pour suivre donc ces échanges, ils auront l'occasion de poser des questions et apporter des contributions. Je suis Martin Kaba de Studio Yafa au Burkina Faso pour animer donc cette émission. Ma collègue qui est assise à côté de moi, Adama Aïdara de Studio Tamani. Bonjour Adama Aïdara. Bonjour Martin. Et au niveau du public, notre collègue également, Rabia Maïkano de Studio Kalangu, ici au Niger. Bonjour Rabia. Bonjour Martin. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc à ces échanges régionaux. Peut-être qu'ils soient tentés. Est-ce que quand on met sur la balance, par exemple, ceux qui ont pu réussir, on va dire, entre guillemets, qui sont revenus et qui ont investi, et ceux qui n'ont pas pu investir et donc qui ne s'en sortent finalement pas après leur aventure, quand on met sur la balance, lequel pèse le plus? Est-ce que c'est ceux qui ont réussi ou ceux qui ont échoué? Non, c'est beaucoup plus les échecs, c'est beaucoup plus les échecs qu'on constate dans nos pays. Ils sont quelques rares qui arrivent à réussir et qui reviennent investir. Et donc, c'est peut-être là aussi que les pouvoirs publics doivent pouvoir réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut entreprendre pour que justement, peut-être que les jeunes restent, même si moi, par conviction, je ne suis pas trop pour qu'on dise qu'il faut qu'on essaie de maintenir les gens. Oui, il faut créer des opportunités d'emploi aux jeunes sur place pour qu'ils puissent entrer. Mais ce n'est pas pour moi une raison de leur dire qu'il ne faut pas aller ailleurs, quoi. Mais il suffit juste de leur dire, allez-y, si vous êtes tenté d'aller voir ailleurs, allez-y ailleurs, mais essayez d'aller de façon régulière, c'est permis, et essayez de créer toutes les politiques, justement, d'intégration pour permettre cela à ces jeunes-là d'aller en aventure pour ceux qui veulent, d'aller faire des découvertes pour ceux qui sont tentés. Donc voilà. Mais vraiment, pour répondre à la question, c'est surtout les échecs. On a beaucoup plus d'échecs que de réussite. Plus d'échecs que de réussite. Djibo, est-ce que c'est aussi votre constat, vous qui êtes doctorant sur la question? Est-ce que c'est votre constat qu'il y a plus d'échecs que de réussite? Bon, d'abord à ce niveau, j'aimerais faire 2 constats parce que vous parlez de la réinsertion des migrants une fois refoulés. Et il faut aussi noter qu'il y a d'autres migrants aussi qui préparent leur retour. Pour eux, c'est plus différent que celui qui a été capturé en cours de route, par exemple, pour son cas. Lui, quand il va revenir, il va connaître d'abord un moment très vulnérable parce qu'il n'a pas préparé son retour. Il a dépensé toute son économie en essayant d'aller et aussi au retour parce qu'il dit qu'il a fait 2 mois à Maradi et là encore il est là pendant 3 semaines. Il ne sait pas, peut-être qu'il ne sait même pas quand il faut rentrer. Et avant qu'il n'arrive au Cameroun, si bien évidemment il n'y a pas un dispositif de réinsertion de l'État camerounais, il va galérer un bon moment, à moins qu'il y a encore la famille qui va encore essayer de lui donner un fonds qu'il va investir dans quelque chose. Et là encore, si toujours il y a cette graine d'aller, il peut encore vouloir partir à l'Europe. Et vous n'avez pas peut-être répondu à la question. Échec, entre échec et réussite, lequel pèse le plus? Bon,
échec ou réussite, ça, j'espère que c'est au niveau individuel que ça va être évalué. Nous, peut-être qu'on pourrait dire que généralement la réinsertion elle échoue. Parce que quand tu reviens, d'abord, surtout si tu as duré en migration, tu reviens, tu n'as pas les mêmes visions que ce que tu as laissé, et les gens peuvent même te traiter d'un traître, parce qu'il y a aussi cette dimension qu'on ne doit pas occulter. Vouloir à tout prix quitter nos pays pour aller en Europe, à un moment, ça va être ça les débats, hein, parce que c'est aussi laisser la terre que nos aïeux nous ont laissée, alors que nous pouvons rester ici sur place, travailler nos États et réussir mieux. Et là, peut-être qu'on va même être envié par les Européens. Ils vont vouloir migrer, venir en Afrique, parce qu'en Afrique aussi, il y a des opportunités. J'avais posé la question, vous aviez dit que les jeunes pouvaient partir et que vous compreniez cela. Oui, non. Là même, je ne dis pas qu'il ne faut pas partir. D'accord. Je dis aussi que c'est une autre possibilité aussi de rester sur place, travailler ici en Afrique et réussir mieux nos vies ici. Adama, vous avez une question? D'accord, la question ça concerne Hervé. Hervé, on voudrait savoir combien vous aviez en poche quand vous avez décidé de tenter l'immigration par la voie irrégulière. Bon, quand je quittais le Cameroun, j'avais 1,5 million quand j'ai pris la route. Parce que je sortais de la Guinée équatoriale où j'ai eu à avoir quand même quelque chose là-bas dans mon football. Donc, comme ça ne marchait plus bien là-bas, je suis rentré. Bon, j'ai perdu ma maman, paix à son âme. Donc, après l'avoir enterrée, j'ai décidé donc maintenant de m'aventurer vers l'Afrique de l'Ouest pour aller en Europe, passant par le Maghreb. Donc plus d'1,5 million en tout, on peut dire. D'accord, mais cet argent, est-ce que ça ne pouvait pas vous servir à faire autre chose au Cameroun, à faire des projets et autres? Si, mais vous savez, le Cameroun, c'est un pays qui est bien. En même temps, c'est un pays qui est compliqué. Parce que à l'instant, j'ai perdu ma maman et mon papa n'est pas trop avec moi parce que moi, j'ai décidé de prendre la route du football. Donc, à venir avec beaucoup d'argent, tu vas investir. Pour investir au Cameroun, déjà, il va falloir être fort. Quand je dis fort, il y a les autorités qui vont venir. Bon, ça dépend de ce que tu vas vouloir faire. Il va falloir investir, il va falloir combattre les autorités qui vont venir de temps en temps te voir pour que ton business, peut-être que là où tu as investi, pour que ça avance. Il y aura beaucoup de choses qui vont faire en sorte que pour que ça avance, il va falloir aussi t'entourer des personnes qui vont te soutenir de temps en temps. Quand certaines d'autres personnes vont venir peut-être pour te mettre les bâtons dans les roues. Donc, et au Cameroun, je n'ai pas vraiment vécu au Cameroun pour dire que je vais investir et je vais gérer mon business seul, parce que tout autour de moi, ce ne sont pas des gens avec qui j'ai vraiment fréquenté pendant longtemps. Donc, il y a un problème de confiance aussi. Donc, j'ai préféré donc aller prendre la route et aller chercher mieux ailleurs. Vous avez parlé de plus d'1 million de francs. C'est en CFA ou en CFA, en francs CFA? D'accord. Rabia, peut-être notre expert. Des questions de femmes, notamment. Quand on parle des femmes, le retour sur la question justement du retour, vous avez parlé des femmes aussi qui émigrent. Vous en avez parlé. Est-ce que le retour est facile ou difficile au niveau des femmes? Est-ce qu'elles arrivent aussi à s'insérer au niveau de la société après leur retour? Bon, je ne peux pas parler sur les femmes migrantes internationales parce que mes travaux ont porté sur les femmes qui migrent à l'échelle nationale. Bon, concernant le retour, il n'y a pas tellement de problèmes, mais quand même, il y a la stigmatisation.
Parce que les femmes qui viennent à Niamey, lorsqu'elles retournent au village, on les traite de prostituées, les gens disent qu'elles sont venues vendre leur corps, etc., etc. Au niveau des élèves aussi, on constate que cette migration impacte leur maintien à l'école. Du coup, les jeunes filles, les garçons, ils n'arrivent plus à achever le cycle scolaire. Donc, vraiment, il y a des conséquences. Et parlons aussi de l'investissement. Vraiment, les femmes, si je parle du cas national, les femmes n'investissent pas comme les hommes. Tout leur investissement, les investissements se limitent seulement au niveau du foyer, prendre les enfants en charge à travers l'alimentation, la santé, les frais scolaires et aussi le trousseau de mariage. Donc leur investissement se limite à ça seulement, contrairement aux hommes qui cherchent à acheter des parcelles, à entreprendre des activités. Donc c'est un peu différent. Merci bien. Alors, je le disais, on a un public qui est constitué de Burkinabés, de Maliens, de Nigériens. On va demander de vous faire entendre, s'il vous plaît, à travers des applaudissements, avant qu'on vous passe la parole. Voilà. Alors, on va passer la parole à une autre personne qui veut réagir. Voilà, dans le public. Dans le public, toujours, Rabia. On va voir si... oui, y a le monsieur en vert, il veut réagir. Voilà. Vous dites votre nom et vous posez une question. Bonsoir à tous. Je m'appelle Ahmad Abdoulaye Tijani. Je suis étudiant à la faculté des sciences juridiques et politiques à l'université Abdou Boumoun de Niamey. Et concernant la migration, moi je dirais qu'il y a plusieurs causes qu'on peut résumer peut-être à quelques-uns qui sont les plus importantes. C'est la pauvreté d'abord, qui pousse les gens à partir. La pauvreté, puis il y a l'insécurité, il y a aussi les changements climatiques. Parce que on voit ces dernières années des sécheresses qui sont plus récurrentes. Et aussi au niveau de l'insécurité, le Niger est entouré par plusieurs zones d'insécurité, plusieurs foyers de terroristes. Donc les gens qui vivent au niveau des frontières sont poussés à immigrer dans certains pays pour pouvoir échapper à cette insécurité-là. Concernant la pauvreté aussi, les gens veulent se réaliser. Ils veulent avoir de l'argent pour pouvoir prendre leur famille en charge. Parce que on dit qu'on peut s'asseoir dans notre pays pour entreprendre, mais soyons réalistes, c'est très très difficile. Par exemple, ceux qui sont peut-être partis à l'université, à l'école, ont la mentalité de dire que bon, ça va aller dans le pays, on va essayer. Mais ceux qui sont dans le monde rural, ils ne conçoivent pas ça. Ils veulent coûte que coûte aller à l'extérieur pour pouvoir trouver de l'argent et venir investir pour pouvoir prendre leur famille en charge. Et les voies d'immigration, comme l'a disait tantôt quelqu'un ici, que les voies étaient un peu régulières avant, mais depuis la loi 2015-36, qui a rendu l'immigration un crime, je dirais, mais on contourne par certaines voies. Mais ces voies-là sont aussi source d'autres problèmes, parce que c'est pas ces voies-là qu'il y a les trafics de drogue, il y a les trafics d'armes de tout genre. Il n'y a pas que les trafics de personnes. Ces voies-là sont dangereuses aussi pour la sécurité du pays. Donc, il faut vraiment essayer de voir une solution, moi je dirais, entre les États, puisque tant qu'il y a une volonté politique, on peut résoudre le problème, même si ce n'est pas totalement, mais on peut adoucir le problème. Peut-être de voir l'immigration professionnelle, quand il y a des gens compétents, de voir comment les États peuvent voir pour envoyer ces gens-là travailler et revenir dans le pays. Ou bien il faut aussi inviter les bailleurs de fonds à investir au Niger. Parce que ce qui pousse aussi, c'est le manque de travail. Pourquoi vous êtes là donc? Je suis là parce que je me dis qu'on va contribuer au développement du pays. C'est vrai, il y a plusieurs obstacles, mais on ne se décourage pas parce qu'on est dans un milieu intellectuel. On se dit que nous, peut-être, on va essayer de promouvoir le développement de notre pays. Mais ceux qui sont
au fond des villages. Mais c'est la pauvreté. Il faut chercher à manger. Le premier problème, c'est à manger. Quelqu'un qui a faim, il peut pas tenir. Il faut coûte que coûte prendre soin de la famille, les enfants. Bonsoir. Moi, je réponds au nom de Haman Mahmoud Yogza, étudiant à l'université Abdoumouni. Moi, je dirais sur la migration, qu'elle soit régulière ou irrégulière, je dirais que si on arrive à mobiliser certaines sommes, pourquoi ne pas rester dans son pays et investir? Ici, il avait dit Hervé qu'il a mobilisé jusqu'à 1 500 000 francs. Je dirais que pourquoi ne pas investir dans son propre pays que de migrer. Et je sais que même si dans son pays, il n'arrive pas à investir, les 500 000 francs pouvaient faire le transport d'aller sur le moyen régulier, d'aller dans un autre pays avec les 1 million, investir et continuer son travail. Et il y avait Safiatou, ma grande soeur Safiatou, qui disait pour les migrations féminines qui traversent, qui font les migrations, surtout sur les plans nationaux. Moi, je dirais sur ce plan-là, ces femmes-là qui viennent, qui migrent, surtout sur les plans nationaux, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils viennent travailler ou bien ils font quoi? Parce que si nous constatons ici à Niamey, presque toutes ces femmes-là, elles ne font que mendier. Et ça cause trop de problèmes. C'est un problème ici. On le voit ici à l'échangeur. Tu les vois, que ça, c'est même pas joli à voir, quoi. Et oui, c'était pour mon grand frère Jouboy aussi qui parle de l'aide financière, l'aide familière. Quand tu veux migrer, la famille contribue à ce que tu fasses le déplacement, tout. Mais je me dis là aussi, si la famille arrive à mobiliser, à te contribuer jusqu'à avoir certaines sommes, à quoi sert aussi encore d'immigrer? Pourquoi cet argent-là qu'on arrive à mobiliser, on ne peut pas investir ça? Ou bien faire la migration régulière alors? Avec cet argent-là, si on peut, que de faire la migration irrégulière, aller mourir de quoi? Avec l'argent-là qu'on arrive à mobiliser, pourquoi ne pas faire la migration régulière avec tous ces papiers et aller travailler? Merci bien. Voilà, je ne sais pas s'il va avoir des réponses à ces questions bien sûr, avant de passer. Oui, sinon, on va déjà passer nous la parole avons un autre à qui une autre veut personne, oui. Voilà, bonsoir. Bonsoir Kalangou. Bonsoir le public. Une fois de plus... vous présentez s'il vous plaît. D'accord, je me présente au nom de Lawelda Moussa Halilou. Je suis de l'Anjoud, Association nigérienne des jeunes unis pour le développement. Donc nous sommes dans ce domaine vraiment de redonner espoir aux jeunes. Donc les jeunes étant donné déboussolés, ils ont perdu confiance en eux-mêmes. Là aussi, c'est l'occasion de remercier le studio Kalangou pour ce que vous faites. Je demande au public un tonnerre d'applaudissements pour le studio Kalangou. Voilà. Merci bien, merci Ali. Voilà. Donc avant de poser, j'ai deux questions. Donc avant de poser ces questions, je vais essayer de rentrer un peu. Assez rapidement. D'accord. Assez rapidement, oui. Je peux avoir 2 minutes, non? Allez-y. Voilà, merci. En tout cas, moi je peur aujourd'hui de prendre la route. Donc de traverser le désert, le Sahara, aller là-bas au plus profond des pays des Arabes et continuer ma route vers la Méditerranée, en Europe, tout ça, là, vous voyez, non? Donc, en tout cas, ceux qui tentent la traversée, c'est des gens tellement courageux. Et vraiment, moi, je me dis que c'est des risques qu'ils sont là en train de courir. Et vu qu'aujourd'hui, les passeurs aussi donc, profitent du manque de connaissances de ces migrants. Ils ne connaissent pas leurs droits, ils ne savent pas d'où ils vont aller, donc ils n'ont pas de repère. Là, ils essayent de les structurer beaucoup d'argent donc, pour profiter d'eux. Et des fois, ils sont même embarqués dans des bateaux de fortune. Et on assiste à très malheureusement des scènes de mort dans la mer. Et aujourd'hui, on sent que, en tout cas, nos pays africains ne font rien pour pallier vraiment à ces risques, à ces menaces. La vie, moi, ce que je me demande, la vie d'un Africain ne valait rien ou quoi? On est quand même des êtres humains. Pourquoi aujourd'hui, vous allez entendre 20 et 90, 100 Africains aujourd'hui se noyer dans la mer et maintenant personne n'en parle? Et aussi, il y a le deuxième aspect aussi. Étant donné que le centre de l'OIM aujourd'hui est saturé,
est saturé aussi à Agadez. Et je me dis qu'aujourd'hui, pourquoi, au lieu de laisser les migrants éparpillés un peu partout dans la ville d'Agadez, avant la ville d'Agadez était réputée pour sa sécurité, une vie paisible, où la population vit dans la paisibilité totale. Mais aujourd'hui, on assiste à tellement de scènes de tout genre, d'harcèlement, d'insécurité. Donc, pourquoi ne pas essayer vraiment de comment dirais-je, prendre des dispositions pour voir comment gérer la question de ne pas laisser les migrants sillonner les villes. Et maintenant, la question dont j'aimerais vous poser. Allez-y rapidement, voilà, rapidement, oui. Donc maintenant, mais pourquoi encourager les jeunes donc, à tenter la traversée? Pourquoi les encourager? Donc, pourquoi ne pas les inciter à rester chez eux, à se chercher ici, dans ce pays aussi? Qui les encourage? En tout cas, selon vous? En tout cas, je ne veux pas indexer X ou Y, oui. Mais en écoutant les uns et les autres, moi, je me dis qu'il y a tant de jeunes aujourd'hui qui préfèrent, parce qu'aujourd'hui, je suis dans une société entourée par des jeunes, que ce soit étudiants ou bien des jeunes de la FADA. On entend des débats dire que tu vas voir maintenant un intellectuel te dire que moi je préfère immigrer dans un pays et me retrouver là-bas. Et votre deuxième question rapidement? Voilà, donc la deuxième question, c'est pour le gouvernement. Oui. Donc vraiment, on attend vraiment une implication de l'action de la part de l'État. On ne veut plus maintenant des paroles verbaux comme ça, des promesses à la hâte. Donc il faut une implication des Malheureusement, le gouvernement n'est pas représenté sur ce plateau. Donc votre question est... Donc, voilà. Alors Rabia, une dernière question au niveau du public. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Moi, c'est Maman Adam Mustafa. Je suis le délégué général adjoint de la faculté des sciences juridiques et politiques à l'université Abdoumoun de Niamey. Je suis inscrit au département droit public à la même faculté. Donc, par rapport à parler de la question de cette question, c'est parler d'une situation, d'un fléau qui mérite d'être vu vraiment d'un œil sérieux. Cette question mérite d'être prise au sérieux, non seulement par le gouvernement, mais aussi par toutes les structures qui œuvrent pour la lutte vraiment des droits et libertés fondamentaux. Donc, vraiment, cette question, l'aspect économique n'est pas le seul facteur, la seule cause de l'immigration. J'ai entendu dans le public un camarade qui a évoqué la question de la sécurité. Aujourd'hui, on observe vraiment beaucoup d'immigrants qui partent en migration, surtout à la recherche de la sécurité. On observe plus ce phénomène que ceux-là qui se déplacent pour vraiment une situation économique. Par rapport à... J'aimerais poser une question vraiment à l'endroit des invités. C'est la responsabilité de l'État. La responsabilité de l'État pour vraiment lutter contre ce fléau et maintenir les gens, maintenir les citoyens à rester dans le pays pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir exercer des activités qui peuvent leur permettre de se retrouver et de gagner. Aujourd'hui, on parle également de la situation vraiment de difficulté, la situation économique également, mais qu'est-ce que les invités peuvent proposer au gouvernement vraiment pour lutter contre ce fléau de migration. J'aimerais m'arrêter là, une minute si vous le permettez. J'aimerais parler, il y a beaucoup plus de migration à l'intérieur même de notre continent que la migration qui s'exerce vraiment au niveau ou bien des citoyens qui partent à l'étranger, à l'Europe ou dans d'autres continents. Donc vraiment la situation elle est telle que j'aimerais par rapport à toutes ces questions que j'ai posées à l'endroit des invités et j'aimerais évoquer la question de notre ami qui lui a vécu l'expérience de rappeler un peu les difficultés qu'il a vécues en cours de route, les conditions vulnérables et difficiles dans lesquelles il s'est retrouvé pour pouvoir que ça serve de leçon à ceux qui ont cette ambition de partir. Donc j'aimerais m'arrêter là-dessus. Merci à Studio Kalangu surtout. Merci Mustapha. Malheureusement on ne pourra pas continuer. Rabia, on va
Voilà, on va devoir arrêter avec les questions. Déjà, je crois qu'on a besoin de plusieurs réponses là. Exactement. Déjà, on va demander au public de s'applaudir. Déjà, voilà. Énormément de questions. Merci. Alors, Adama, on va peut-être écouter un reportage, justement un extrait, voilà, d'une intervention sur les politiques. Comment apporter une solution à cela avant de venir répondre bien sûr aux nombreuses questions qui ont été posées. Effectivement, Martin, il s'agit de Doussouba Konaté, qui est l'actuelle directrice de Accountability Lab du Mali. Et il s'agit d'une organisation qui travaille au profit des jeunes. Elle encourage les jeunes à rester dans leur pays pour se créer de l'emploi. On écoute ensemble l'extrait. Moi, ce que je remarque en fait, c'est que les gens qui empruntent ce chemin-là, avoir un revenu de façon régulière pour pouvoir subvenir à leurs besoins et subvenir aux besoins de leur famille. Et très souvent, ces gens-là, ils ont 3-4 millions. Ils doivent avoir 3-4 millions. Ce 3-4 millions-là, si cette personne-là l'investissait ici au Mali, quelles sont les retombées en fait que cette personne-là pourrait avoir? En fait, il y a beaucoup de travail de sensibilisation aussi. Et malheureusement, ça c'est quelque chose que peut-être qu'on ne voit pas assez, mais c'est important de partager les success stories ici qu'il y a au Mali. Il y a beaucoup de personnes qui ont créé des entreprises et qui sont très loin, qui sont devenus des millionnaires, des multimilliardaires. Donc, je pense que c'est important de partager de plus en plus et de dire qu'au Mali, c'est possible. D'accord, Idrissa, elle vient de le dire juste tout à l'heure, il y a des actions de sensibilisation mais qui ne se voient pas peut-être. Qu'est-ce qui explique cela selon vous? Ce qui peut expliquer le fait que les actions de sensibilisation ne se voient pas, c'est que, à un certain moment, on pouvait dire que les canaux par lesquels ces sensibilisations peuvent être portées au public ne sont pas nombreux, mais heureusement aujourd'hui on a toutes ces plateformes de réseaux sociaux que les jeunes peuvent consulter pour s'informer et tout le reste. Mais vous savez, c'est un processus, le phénomène migratoire, on va dire en tout cas pour le cas du Niger, les gens ont commencé véritablement à en parler de façon ouverte et de façon assez régulière, on va dire, à partir des années 2015, où vraiment les Européens ont décidé que c'était un problème et tout le reste, et puis qu'il y a eu le drame de ces jeunes dames au niveau de Zender, le drame dans le désert d'une 60aine de femmes qui sont décédées dans le désert et tout le reste. Donc oui, il faut obligatoirement beaucoup d'actions de communication, beaucoup d'actions de sensibilisation pour montrer aux jeunes. Mais encore une fois, moi je reviens sur notre conception, notre vision de la chose. Sur cette thématique. En fait, nous, on est dans une logique où on est libre de partir, on est libre de rester. Il faut qu'on s'intègre ça, il faut qu'on intègre ça dans la tête des jeunes africains. Oui, il ne faut pas tout de suite dire aux jeunes, non, quand vous partez, c'est pas bon, etc. Oui, il faut d'abord essayer de les conscientiser que rester chez soi, travailler pour le bonheur de son pays, c'est quelque chose, mais aussi, aujourd'hui, les diasporas, si je prends le cas du Mali, ce que les diasporas maliennes font, je ne vous l'apprends pas, c'est énorme. Alors, si on avait un moment dit, non, il fallait rester chez vous, je ne sais pas où est-ce qu'on sera aujourd'hui. Donc, c'est tout cela, je pense qu'il faut, et c'est d'ailleurs là que moi je salue ces initiatives, telles que celles que les 3 studios de la Fondation Hirondelle sont en train de faire, porter l'information chez les jeunes, leur montrer que il y a la migration, que c'est un droit, qu'on peut décider lorsqu'on se sent pour une raison ou pour une autre. On a vu qu'il y a des raisons économiques, des raisons sociales, des raisons environnementales et tout le reste, décider de partir, mais montrer qu'on peut partir de façon régulière. Ok, pour ceux qui optent pour la migration irrégulière ou qui décident pour une raison ou pour une autre, parce que moi je dis que je les comprends pourquoi, parce que dans le public quelqu'un a parlé du cas de notre ami qui avait 1 million de francs CFA, qui pouvait utiliser la moitié pour faire sa migration de façon irrégulière. Il faut se poser la question, est-ce qu'avec la moitié de ce million il pouvait véritablement de façon régulière aller dans un pays européen? C'est ça qu'il faut aussi se poser la question. Donc les jeunes qui partent, qui s'aventurent, ce n'est pas en fait, certains ont tenté par la voie régulière d'aller, ils n'en ont pas eu l'opportunité et ils décident de s'aventurer. Donc c'est ça que je pense que nous autres médias, nous devons essayer de faire, essayer de porter la bonne information. Et ça me permet, vous allez me donner 1 minute de vous parler un peu de ce que nous, notre structure, notre association, on va en parler si vous permettez. Voilà, on va en parler. On va parler justement de votre structure, ce que vous faites. Mais déjà, Adama, on a écouté bien sûr cet extrait et l'intervenante parle justement, comme vous l'avez dit d'ailleurs, Idrissa, de la question d'investir justement les moyens que les migrants ont
peut-être dans leur pays. Il y a Mahmoud également qui a posé exactement la même question. Hervé, vous avez parlé de 1,5 million environ. Pourquoi vous n'avez pas investi ce montant dans une activité génératrice de revenus dans votre pays, le Cameroun? Bon, déjà, par rapport à mon métier, déjà que j'ai évoqué au début de l'émission que moi je suis footballeur, donc investir déjà, ce n'était pas l'objectif en ce moment-là. Parce que, comme je l'ai dit au départ, il y a aussi, comme mon grand frère Idrissa, on a parlé au début, il y a le goût de l'aventure aussi. Donc, il y a tout ça qui est globalisé. Il y a le goût de l'aventure. Il y a que je n'avais pas encore cette initiative d'investir. Donc, il y a tout ça qui était réuni. C'est pour cela que, pour le moment, je n'avais pas encore vraiment les idées d'investir pour mieux vivre. Parce que j'avais le goût et aller voir ailleurs comment ça se passe aussi ailleurs. Donc, c'est un peu ça. Alors, Djibo, Alidou, il a posé un peu la question. Il est d'une association qui œuvre dans le domaine de la jeunesse, des jeunes. Il s'est demandé, est-ce que les pays africains font des choses, mènent des actions justement ici, par exemple au Niger, pour ne pas que les jeunes partent forcément et qu'ils restent, par exemple, pour pouvoir aider à développer leur pays? Bien sûr, il y a des tentatives. Il y a des tentatives. Par exemple, avec même la politique nationale du Niger qui est en train d'être vulgarisée. C'est déjà fait, mais elle est en train d'être vulgarisée. Que dit, en résumé, cette politique sur cette question? Qu'est-ce qu'elle dit? Oui, la politique migratoire, elle dit que la migration est une ressource qu'il faut aussi exploiter. Et dans ce sens-là, déjà avec les diasporas, comment mobiliser la diaspora pour qu'elle investisse de façon conséquente et de façon vraiment organisée, pas que ça soit un investissement au titre individuel, parce que vous le savez, on dit que la diaspora, elle envoie énormément d'argent, mais l'argent là est voué à quoi? À la consommation courante. J'ai vu tout récemment des statistiques sur le Sénégal où 90% des envois des migrants sont utilisés dans la consommation courante des familles. Du coup, à travers de cette manière, on ne peut pas en tirer suffisamment profit de tout ce que les diasporas font. Mais avec la politique, parce que la politique veut que ça soit bien organisé, que les migrants soient bien sensibilisés dans quel secteur, et aussi de leur faire également des discriminations positives. Si par exemple un migrant de retour veut s'investir ou veut investir dans un secteur, de lui alléger vraiment les conditions pour qu'il puisse s'installer à nouveau. Alors, il y a une question justement qui est un peu ressortie. Avant que je vous passe la parole, peut-être Rabia, il y a un intervenant justement, Alidou, qui s'est demandé, est-ce que les États africains encouragent la migration? Peut-être vous allez garder la parole et puis Idrissa va rebondir rapidement. Encourager la migration, bon, moi je ne dirais pas que les pays encouragent ou bien que les pays n'encouragent pas, mais on voit à travers des conventions, à travers des accords entre États, des fois même sous-régional, par exemple, si on prend l'exemple du protocole de libre circulation de la CEDEAO, ça veut dire que les États même sont conscients que leurs concitoyens circulent et du coup, il faut créer des conditions pour qu'ils les fassent dans les bonnes conditions. Là, c'est dans le cadre de la CEDEAO. Oui, peut-être qu'ici, cela est appelé encouragement ou pas. Mais pour l'Europe aussi, ce que vous appelez la migration irrégulière ou illégale, partir en Europe, dans ce cadre-là, je ne dirais pas que les pays encouragent. Au contraire, notre pays a adopté une loi pour empêcher la migration encore dans les mêmes espaces CEDEAO, parce qu'il y a des Togolais, des Burkinabés qui veulent aller, alors qu'Agadez, ils ont le droit d'aller à Agadez, peut-être d'aller jusqu'à Assamaka, le dernier village entre le Niger et l'Algérie, pourquoi pas. Mais encourager ou pas, ça je dirais vraiment sur cette question. Est-ce que vous, par contre, vous avez une réponse? Est-ce que pour vous qui êtes journaliste, qui avez un regard critique, est-ce que pour vous, les politiques publiques au niveau de nos États encouragent, on va dire, la migration? Est-ce que pour vous, c'est le cas?
Oui, pour moi, poser la question de cette façon, ça interroge parce que les pouvoirs publics, la mobilité c'est un droit. S'interroger si un pouvoir public, un État doit encourager ou pas, c'est s'interroger est-ce qu'un État doit autoriser ou pas qu'on puisse jouir d'un droit, se déplacer d'un endroit à un autre, c'est un droit. Donc, un État ne peut pas encourager la jouissance d'un droit. Mais comme il l'a dit, et on a des exemples effectivement, le protocole de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes dans l'espace, c'est justement pour encourager l'intégration. Donc, les États sont censés encourager la mobilité parce qu'on a vu que ça a des bénéfices. Ça a d'ailleurs beaucoup plus de bénéfices que d'aspects négatifs que l'on veut nous faire avaler et que et c'est dans ce sens, oui, bien sûr, c'est mon avis, et c'est dans ce sens justement que cette loi dont il a parlé tout de suite a été adoptée sous influence de l'Europe, de l'Union européenne. Là, c'est vraiment votre avis sur cette question. C'est des réalités. La politique nationale de la migration on n'a malheureusement pas une autorité publique pour vous répondre. Oui, on n'a malheureusement pas, comme je le disais, une autorité publique pour vous répondre. Je mentionne à l'endroit des auditeurs et des téléspectateurs que nous avons tenté d'avoir le ministère nigérien en charge de la question, mais qui malheureusement n'a pas répondu à notre demande. Rabia, vous avez auprès de idées, oui. Et voilà, il y avait un de nos invités qui demandait qu'est-ce que font les femmes quand elles migrent. Voilà, qu'est-ce qu'elles font comme activité vraiment? Les femmes qui viennent du milieu rural, généralement à Niamey, elles se retrouvent dans la mendicité et dans la domesticité. Certes, la mendicité les rend plus visibles, mais elles sont beaucoup plus présentes dans la domesticité. Et les ménages citadins témoignent de ce fait. Et je profite aussi pour parler des solutions. Concernant les femmes, je dirais à l'État et à ses partenaires de continuer à mettre l'accent sur l'autonomisation de la femme à travers les AGR. Et du côté des enfants, c'est de rendre l'école plus attractive pour pouvoir les maintenir. Voilà. Alors, Idrissa, vous parliez des activités que vous menez dans le cadre de votre association. Dites-nous de façon ramassée, qu'est-ce que vous faites justement à l'endroit des migrants pour qu'ils restent ou pour qu'ils partent? Ça dépend de vos activités. Non, nos actions, c'est beaucoup plus en direction des journalistes parce que c'est quand même une structure de journalistes. Donc, ce que nous faisons, c'est beaucoup plus des actions de renforcement de capacité des journalistes pour qu'ils puissent s'approprier la thématique déjà. Parce que, aussi contrastant que cela soit au Niger, vous voyez, on dit que c'est l'un des pays, aujourd'hui c'est le gendarme même de l'Europe, en Afrique, sur la question migratoire. Mais quand vous lisez la presse nigérienne sur la thématique migratoire, on entend parler de migration que quand il y a un drame dans le désert, quand il y a un drame alors que, donc vous voyez un peu ce discours des médias occidentaux, c'est ça que nos médias ici sur place essaient de reprendre. Et donc nous essayons de faire en sorte que les médias nigériens puissent eux-mêmes construire leur propre discours à partir de nos réalités. Tout de suite, le doctorant au début de l'émission a dit que bon, nous on est là, moi je suis la journaliste, lui chercheur et tout le reste, c'est nous qui parlons à la place des migrants. Rarement, on a des plateaux où un migrant est sur le plateau où il parle de sa situation. Donc, c'est toujours quelqu'un qui est là à parler à leur nom. Et chaque fois quand vous leur tendez le micro, ils vous le disent. C'est vous qui parlez à notre nom, vous ne connaissez pas nos réalités. Donc, nous essayons d'inverser cette tendance-là en formant donc les journalistes, en leur montrant tous les enjeux qu'il y a autour de la thématique pour qu'ils se l'approprient à travers différents genres, ne pas seulement se limiter au factuel, aller creuser dans la thématique pour qu'ils puissent donner plus de parole aux migrants, qu'on entende beaucoup plus les migrants lorsqu'on parle de migration qu'un chercheur, qu'une association ou bien qu'une organisation telle que le système des Nations Unies. Donc, c'est beaucoup plus des actions de renforcement des capacités que nous faisons. On a eu quelques initiatives où on a essayé d'amener certains médias, et dans ce sens-là, justement, à créer en leur sein ce qu'on appelle des desks. Donc, un desk au sein de la rédaction où on ne parle que de migration. Ne serait-ce qu'une seule fois dans la semaine, si on parle de migration, et sans parler vraiment de migration irrégulière, on a eu beaucoup de productions qui ont parlé de tous ces jeunes de l'Afrique de l'Ouest qui sont à Niamey, des Burkinabés, des Maliens qui se donnent à des activités. On essaie de montrer à travers des reportages que voilà, ça c'est aussi de la migration. Parce que jusqu'à une date récente encore, quand vous montrez un jeune Burkinabé ou un jeune Togolais ou un jeune Béninois qui est dans la mécanique ou qui est dans la maçonnerie, quand vous parlez, le public nigérien, il ne voit pas tout de suite que c'est un migrant, il voit juste que c'est, voilà. Alors que c'est ça la migration. Et c'est ça, je pense qu'il y a une autre solution à cette question de la migration irrégulière. Montrer que
On n'a pas forcément besoin de parler du nombre de morts. On ne parle pas forcément des statistiques pour parler de migration. Il faut montrer un autre visage. Il faut montrer le visage. C'est ça même le vrai visage de la migration. Alors, vous avez parlé de desk. Il faut préciser à l'endroit des auditeurs, parce que c'est un thème technique dans le journalisme, que c'est un groupe de journalistes dans un média qui s'intéresse à une thématique précise. Peut-être rapidement à l'endroit de Hervé, il a parlé des médias. Est-ce que vous qui êtes migrant, vous estimez que les médias sensibilisent suffisamment, on va dire, les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens, les Camerounais, comme vous l'êtes? Est-ce qu'on vous sensibilise suffisamment sur la question? Oui, je dirais oui, on nous sensibilise beaucoup. Mais la décision, ça revient à nous, puisque ils sensibilisent, nous on décide. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Rapidement, Djibo, en termes de politique publique, c'est vrai, vous avez parlé du cas du Niger, où il y a une loi qui a été récemment adoptée en 2015. Mais de façon générale, qu'est-ce que les politiques publiques ici au Niger font justement pour aider les jeunes, voilà, qui sont au niveau de la migration, ou les jeunes qui restent finalement ici au Niger? Par rapport à cette question, je crois que nous sommes tous observateurs de ce qui se passe. Les pouvoirs publics ou bien l'État à travers ses partenaires, que ce soit internationaux et même les organisations de la société civile. Vous le savez que depuis que la migration a pris de l'ampleur, ou l'autre migration, je parle, la migration irrégulière, depuis qu'elle a pris de l'ampleur, nous avons constaté qu'il y a une forte création des associations ou bien des ONG dans le cadre de la migration. Et je dirais qu'à travers ces ONG-là, elles essayent de proposer des activités, des AGR pour qu'ils puissent maintenir les jeunes sur place. Vous estimez que les politiques publiques font suffisamment pour aider les jeunes? Bon, je ne dirais pas tout compte fait, les politiques publiques sont aussi, les ONG dont je parle sont partenaires à ces politiques publiques-là. Donc, c'est pas suffisant. Et puis, ça ne suffit pas. Lui, il a 1 500 000 francs CFA. Mais ce qu'il prévoit de gagner, peut-être qu'il compte aller là-bas et être dans le football. Déjà, il voit peut-être Choupo-Moting qui est là-bas au Bayern, qui a des millions d'euros qu'il gagne par mois. Donc, c'est 1 500 000 l'année. Il ne voit rien. Ce n'est rien pour lui. Ça ne suffit pas pour devenir ce qu'il souhaite devenir. Choupo-Moting, c'est un footballeur camerounais. Peut-être la dernière question, Hervé, vous êtes revenu de l'Algérie, vous êtes ici à Niamey, ça fait 2 semaines. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez continuer au Cameroun ou vous allez repartir finalement? Bon, avec tout ce que j'ai eu à vivre en Algérie et en Libye, donc pour le moment, je vais d'abord me reposer pour souffler un peu d'abord. Donc, et après, je vais voir ce que je vais faire. Pourquoi pas postuler, jouer dans un club ici, ou bien pourquoi pas arriver même à l'équipe nationale du Niger, pourquoi pas. Donc, c'est un peu ça. Je vais d'abord souffler, réfléchir et voir comment suivre après. Merci bien, Rabia et Adama. On va mettre un thème à cette émission, si vous le permettez. C'est bien ça? On va mettre donc un thème à l'émission et pour parler de justement la question de la migration dans nos 3 pays, le Mali, le Niger et le Burkina. Nous avons reçu sur ce plateau Samba Hervé qui vient de parler d'ailleurs. Il est un migrant de retour donc de l'Algérie il y a à peine 2 semaines. Abdou Razak Idrissa était avec nous, il est de l'association des journalistes pour la sécurité et la migration donc ici au Niger. Nous avions également Djibo Boukari Ayatoulaye, voilà, j'y arrive, qui est doctorant à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Sa thèse porte sur la diaspora nigérienne, donc ici au Togo, voilà, pas au Togo, mais la diaspora nigérienne au Togo. Voilà, j'y arrive. Et enfin, notre dernière invitée, c'est Safia Idé. Elle est doctorante également à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Sa thèse porte sur la trajectoire des enfants migrants en situation de rue dans la ville donc de Niamey. Alors, un plateau organisé et mené par 3 médias de la Fondation
Hirondelle, Studio Kalangu au Niger, Studio Tamani au Mali et Studio Yafa donc au Burkina Faso. Ce débat a été co-animé également, comme je le disais, par moi, Martin Kaba de Studio Yafa, Rabia Maïkano, voilà, j'y arrive, et Adama Aïdara donc de Studio Tamani, Rabia qui est de Studio Kalangu. Merci aux collègues donc, aux techniciens en charge de l'audio et de la vidéo. Un merci spécial donc au public, ce public constitué de Burkinabés, de Maliens, de Niger, de Nigériens. Je vais vous demander de vous applaudir s'il vous plaît une dernière fois. Merci beaucoup aux auditeurs. On se donne rendez-vous la prochaine fois pour une autre thématique.